Le monde se divise en deux catégories. Here's Johnny! Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. En quelques secondes seulement, nous comprenons l'objet du film. Des images d'archives montrent des policiers préparer leur fourgon blindé. Les plans suivants illustrent des manifestations, pacifiques d'abord, qui se terminent en affrontements. Puis nous entrons dans la spirale de violence, brutalité, émeutes, blessés, victimes. La raison de ces émeutes ne nous est expliquée qu'après. Le journal télévisé parle des casseurs, avant même de mentionner un jeune homme des cités victime de violences policières. Dans ce film sans concession réalisé en 1995, Mathieu Kassovitz nous montre la haine qui consume les deux camps. Un thème qui est malheureusement encore d'actualité, 28 ans plus tard. La haine de Mathieu Kassovitz, c'est le film dont nous allons vous parler aujourd'hui. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Bonjour Kinou. Bonjour Marie, bonjour à tous. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Merci. Donc ce film, c'était ton choix. Là, c'est moi qui l'ai proposé en effet, Ouais. et je pensais que tu l'avais déjà vu en fait, ce qui n'était pas le cas. Et ouais, ça manquait à ma culture. Ça faisait longtemps que je savais qu'il fallait que je le voie parce que ça reste un film... Ouais, iconique. Culte, Ouais. ouais. Je pense que j'ai toujours eu peur de le voir parce que j'avais pas envie de me mettre en détresse émotionnelle. Et donc, ça va la psychologie? Ça va, je m'en suis remise. Ouais. Mais effectivement, je savais qu'il me mettrait mal à l'aise, donc ça c'était gagné quoi. Ouais. C'est fait pour. C'est fait pour, et tu sais comment ça va se terminer dès Oui. les premières secondes du film en fait. Ouais, tu comprends. Il va se passer quelque chose de terrible. Tu sais pas exactement quoi, Ouais. mais tu te doutes. Tu te doutes un peu de ce qui va arriver quand Ouais. même. Et d'ailleurs, c'est fait exprès. Hein. Ouais. Je pense qu'on va en parler dans les astuces de Mathieu Kassovitz sur la structure du film, dans la Voilà. Alors, réalisation. moi, c'est ce que j'ai adoré en fait, c'est ça, c'est que Kassovitz est brillant. Ouais. D'un point de vue, du point de vue de la réalisation, il y a rien à redire. C'est super bien fait. Bah, d'ailleurs, il a eu la palme de la meilleure réalisation à Cannes Ouais. pour ce Ouais, film. palme la mise en scène à Cannes et il a quand même eu 3 Césars pour ce film. Et 3 Césars, Ouais, exactement. 3 Césars en 95, dont celui du meilleur film, meilleur montage, meilleur producteur. Donc il a été nominé plein de fois, hein, mais je trouve que meilleur film quand même, c'est pas rien. Bah, c'est pas rien, ouais. Et surtout sur un sujet aussi. C'est Ouais, quand même c'est un qui sujet très divise, polémique. très polémique, et où chacun a son idée en plus, Ouais. chacun a son avis. Donc, on n'est pas du tout là pour évoquer comment dirais-je, le fond du film. C'est-à-dire voilà, les problèmes de banlieue, tout ça, moi je suis pas... Franchement, moi j'ai pas vraiment d'avis sur Moi la non question. L'idée du podcast est absolument pas sur le fond et sur le message que veut véhiculer le film, bien que en fonction de qui le regarde, le message qu'on Ne va pas être le comprend n'est pas le même, et les susceptibilités de chacun se heurtent aussi à quelque chose qui se veut très on va dire qui ressemble beaucoup à un documentaire en fait, au moins sur la première partie du film. Oui. La façon de dépeindre le quotidien des 3 jeunes qui sont les héros du film se rapproche beaucoup quand même d'un documentaire, Oui, c'est sûr. et donc elle se veut ancrer vraiment dans la réalité. Bien que Kassovitz ait rappelé à de multiples reprises qu'il s'agissait vraiment d'une fiction et qu'il fallait voir l'œuvre vraiment avec cet œil-là, en considérant que c'était un film avec une histoire fictive qui s'inspirait de faits réels, puisqu'en fait Kassovitz écrit son film après des événements semblables à ceux qui font démarrer le film, notamment le décès de Malik Oussekine, victime de violences policières pendant une interpellation, et un autre jeune dont j'ai le nom. Makome Mbowole, merci. qui a été âgé de 17 ans Exactement. et qui en fait a été tué par un flic lors d'une garde à vue. Voilà. Il lui a tiré une balle. Kassovitz dit que c'est vraiment ce qui l'a inspiré. Voilà, je cite ce qu'il disait: le policier n'a certainement pas voulu tirer, mais il lui a fait peur, il a mis le flingue, il a armé le chien. Et je me suis demandé comment le môme a réussi à le mettre dans une telle situation de haine. Il y a une telle haine dans les deux camps qu'il faut au moins se poser la question. De mon point de vue, je trouve pas que le film prenne vraiment parti. Non. Le déroulé suit les 3 jeunes donc de banlieue que sont Vince, Saïd et Hubert.
Mais je trouve qu'à plein de moments du film, tu te dis waouh, les pauvres policiers, quoi. Tu te dis aussi les pauvres jeunes. Et dans les deux sens, tu as de l'empathie en fait pour. Je trouve pas que ce soit à charge. Et même celui, on va dire, qui commet l'irréparable à la fin, tu le vois à plusieurs moments du film. Et comment dire, au début, tu te dis juste, le pauvre gars, il est au mauvais endroit au mauvais moment en fait. Tu sens pas de la haine qui émane de lui au départ. Pourtant, ça monte crescendo en fait tout le long du film. Et à chaque fois que ce personnage-là apparaît à l'écran, il a sauté un seuil dans la violence et dans la haine qu'il a vis-à-vis des jeunes qu'il croise quotidiennement, quoi. C'est-à-dire, ça montre vraiment l'incompréhension entre les deux. Oui. Il y a une énorme incompréhension, ils n'arrivent pas à communiquer. Même quand ils le veulent. Ouais, même quand ils essayent, ils n'y arrivent pas en fait. Alors, c'est la prof qui est en moi, là, peut-être, qui va réagir, mais moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est que on voit que ces gamins, ils ont pas d'éducation, en fait. L'école, elle a cramé, ils le disent à un moment, donc ils peuvent même pas aller à l'école, parce qu'en gros, elle a brûlé. La salle de sport aussi. Qu'ils aient ultra envie d'aller à l'école. La salle de sport aussi, c'est ça. Je trouve que ça, c'est un message hyper important, hyper fort du film. La salle de sport et les bagnoles de Darty, le receleur du quartier globalement, voilà, c'est ça. Qui est dépité parce qu'en fait des jeunes ont cramé sa bagnole alors que lui c'est la seule chose qu'il avait pour survivre. Pour survivre en fait, c'est ça. Mais ça montre vraiment toutes les failles du système parce que ils sont dans des zones où ils peuvent pas s'en sortir en fait. C'est à Hubert notamment qu'on s'identifie, c'est le personnage qui est le plus sensé, qui semble y voir le plus clair. Qui est le plus modéré en tous les cas. Oui, c'est sûr. Et à un moment, il y a une altercation qu'il a avec le personnage de Vincent Cassel, donc Vince, et il lui dit « Si t'étais allé à l'école, tu saurais que la haine attire la haine ». Et je trouve que ça, si t'étais allé à l'école, donc Vince le prend super mal, alors qu'en fait, c'est pas forcément pour le rabaisser, mais ça veut bien dire quelque chose quand même, quoi. Ça veut dire, s'ils avaient été un petit peu instruits et si on leur avait appris à s'exprimer, en fait. Ouais. Parce que là, une des choses qui manque énormément, c'est le vocabulaire. Ils ont un vocabulaire hyper pauvre et ils se parlent sur un mode agressif. Ils s'insultent tout le long du film, en fait. Le temps. Ce qui est plutôt rigolo, parce que par moment, il y a des insultes qui font rire. Ils se dosent entre eux, c'est des jeunes, bon, d'accord. Et ça, on l'a vécu. Oui, on l'a tous fait. Il y a des moments du film où je m'identifie un peu à ces personnages, bien que j'ai pas regardé dans une cité, etc. Mais où les vannes, en fait, qu'on pouvait se balancer, elles ressemblent aux vannes qui se balancent entre eux. C'est pas méchant. Et c'est un mode d'expression mais qui est comme un autre. Mais en fait, ils savent pas s'exprimer sans être agressifs. Et c'est ce qui leur crée autant de problèmes quand ils sont sortis de leur banlieue, en fait. Exactement. Et en fait, je trouve que ce film-là s'inscrit dans une mouvance. À l'époque, dans les années 90, c'est là où il y a l'émergence de NTM, c'est là où il y a l'émergence d'IAM, c'est là où il y a l'émergence d'un groupe qui s'appelle Assassin, dont le frère de Vincent Cassel d'ailleurs est un des chanteurs. D'ailleurs, tu retrouves dans le film des références à la culture hip-hop quand ils dansent dans l'espèce de. On sent un grand respect d'ailleurs pour cette culture de la rue à travers le film. Il y a Cut Killer d'ailleurs qui apparaît dans le film quand il mixe sa fenêtre DJ Cut Killer. Avec le fameux truc en plus qui a été repris après encore aujourd'hui, le assassin de la police, il revient régulièrement. Donc il s'inscrit là-dedans, tout ça pour dire qu'en fait, à l'époque, le hip-hop véhiculait des messages qui étaient plutôt constructifs de mon point de vue. Alors certes, il y a le côté nique la police, etc. Ça fait partie aussi. Qui est assez violent quand même. Qui est plutôt violent. Mais tu as aussi des rappeurs qui disaient le savoir est une arme. Maintenant tu sais, instruis-toi et en gros tu vas pouvoir peut-être faire quelque chose de ta vie, etc. Je trouve qu'il y avait un message hyper positif qui invitait les jeunes de banlieue à se mobiliser, à faire quelque chose de leur vie en fait. IAM notamment, je trouve qu'il y a des textes Petit Frère, il y a pas mal de textes comme ça qui... Même NTM, même si c'est plus revendicatif, beaucoup plus violent, mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu, etc. Il y en a beaucoup qui ont considéré que c'était un appel justement aux émeutes. Quand tu écoutes les paroles, c'est absolument pas le cas. C'est nique la police non plus d'ailleurs, c'est pas un appel au meurtre de policiers, c'est un appel à dire il y a un problème. Il y a un problème, il y a une urgence. Kassovitz s'inscrit complètement dans cet état de fait, dans le constat qui posait dans les années 90. Ça va faire presque 30 ans que le film est sorti. 30 ans que cet état d'urgence-là, il est dépeint notamment par des gens qui habitent ces zones-là, ces cités. 30 ans que c'est de pire en pire, en fait. Ça, c'est un constat qu'on peut poser. Je pense que tout le monde sera d'accord pour considérer que vivre dans une cité aujourd'hui,
pire que même à l'époque du film. Je pense. Moi, il y a un truc dans le film que je trouve qui donne de l'espoir, ou qui donnait de l'espoir au moment où on le regardait, c'est que Saïd Eber, de confession musulmane, tu le comprends parce qu'il a la main de Fatma autour du cou, c'est des premières images du film. Vince est juif, Oui. et Hubert est plutôt catholique et black. Donc la France black blamber dans ce film, elle est hyper bien dépeinte, et ils s'apprécient, enfin Et on voit qu'ils sont potes, super ouais. potes. Tu ferais la haine aujourd'hui, je suis pas sûr que tu pourrais, en voulant te calquer sur la réalité, je suis pas sûr complètement que tu pourrais retranscrire une fraternité entre ces trois personnages qui représentent chacun une communauté différente. Et ouais, Je suis pas certain que tu pourrais faire le même film aujourd'hui, en fait. c'est sûr. Tout en restant proche de ce qui se passe réellement dans les cités. Je suis pas certain. C'est plutôt... désolé, on plombe l'ambiance là, mais je plombe l'ambiance. Mais Non, mais tout ça pour dire que pour moi, le film s'inscrit vraiment dans une culture, dans un phénomène culturel beaucoup plus large que simplement l'art cinématographique, puisqu'on parle de musique, on parle de danse, on parle de tag, donc de peinture quelque part. On parle de boxe. On parle de boxe, on parle d'arts martiaux, etc. De Pif et Hercule. De Pif et Hercule, ouais, exact. Ça fait partie des vannes qui m'ont fait marrer quand Mais en fait, tu vois que c'est des gosses, hein, C'est des les trois gamins, personnages. ouais. Ils sont juste lâchés trop tôt dans un monde violent et Exactement. injuste, mais c'est leur débat sur qui c'est le plus fort entre Pif et Hercule. Ouais, Ça te fait dire, oui, en fait, c'est des gosses, quoi. ouais. Non, il y a des scènes vraiment marrantes qui, heureusement, te font respirer un petit peu dans le film. Mais voilà, moi, je trouve vraiment ce côté, ils ont un vocabulaire très pauvre, et donc c'est bien connu, hein, moins tu as de vocabulaire, moins de concepts tu peux intégrer, et quand tu n'as plus les mots, tu as les points. Ouais. En gros, c'est ça. Ils ont cette agressivité qui est latente, qui est toujours parce qu'ils ont leur mode de communication, c'est l'agressivité. C'est ça. Mais par contre, personne ne s'écoute jamais. Non, Il n'y a aucune écoute. Alors, entre les deux camps, entre la police et les jeunes, mais même les jeunes entre eux ne s'écoutent pas. Ouais. Le seul moment, et d'ailleurs c'est surprenant, le seul moment où ils écoutent, c'est le moment de l'histoire de Grunwaldski. Et oui, Qui mais a ils comprennent pas. Ils comprennent pas, et en fait il y a plein de façons d'interpréter cette histoire. Même le spectateur est un peu perturbé par l'histoire de Grunwaldski au départ, parce que tu comprends pas trop le rapport avec le film. Alors pour remettre un petit peu en contexte, pour ceux qui n'ont pas vu le film depuis quelques temps, ils sont à Paris, les trois jeunes sont à Paris dans des toilettes publiques, et il y a une espèce de papy qui leur raconte une histoire qui semble complètement sortie de nulle part. Il sort des chiottes, mais personne l'avait remarqué parce qu'en plus Oui. c'est un petit bonhomme. Il est tout petit, voilà. personne n'avait vu qu'il était là. Et il commence son histoire par ça fait du bien de chier un coup. Et donc là, les jeunes qui étaient en train de s'insulter pour des... On sait plus trop pourquoi d'ailleurs, parce que c'est globalement parce que Vince a trouvé un flingue dans la cité pendant les émeutes et qu'il est résolument décidé à shooter un keuf de ses propres mots, et que Hubert tente de le dissuader. Oui, en lui disant que c'est pas une solution. En disant que c'est absolument pas une solution. Et sur ces entrefaites où le ton monte, etc., le petit papy sort des toilettes et leur raconte une histoire globalement, pour vous la faire en synthèse. Il était dans des camps, dans un train qui les emmenait dans des camps pendant la guerre, et donc pour faire leurs besoins, le train s'arrêtait de manière épisodique pour qu'ils puissent sortir du train et faire leurs besoins dans la nature. Sauf qu'il fallait pas rater le redémarrage du train, parce que du coup, ceux qui restaient sur place, ils y restaient pour de bon, quoi. Et donc, il raconte l'histoire d'un de ses collègues, d'un de ses copains dans le train, qui s'appelle Grunwaldski. Il dit en gros qu'il se moquait tout le temps de lui parce qu'il était très pris. Alors, je sais pas ce que veut dire très pris, mais bon, globalement, il se moquait de lui parce qu'il était en train de faire caca, quoi. Voilà. Donc, Grunwaldski, qui était assez pudique, il s'éloignait de plus en plus du train pour faire ses besoins et pour éviter de subir les moqueries de son collègue. Sauf qu'un jour, en fait, le train est reparti, que Grunwaldski n'a pas eu le temps de remonter son pantalon, et que à chaque fois qu'il essayait d'attraper la main de son pote pour remonter dans le train, le pantalon tombait, et donc il pouvait plus courir, donc il remontait le pantalon, etc. Et la finalité de l'histoire, c'est que Grunwaldski est mort de froid, du coup. Oui, parce qu'il n'a pas réussi à attraper la main, et il est resté remonté dans le train. Ouais. Donc il livre cette anecdote de manière un peu impromptue, tu t'attends pas du tout à ça au moment du film où l'anecdote est racontée, et en fait cette anecdote-là, je pense qu'elle est très importante et que c'est quasiment l'explication, le fil rouge du film au travers des personnages. Voilà. Certains l'ont analysé en disant en fait c'est la fierté de Grunwaldski qui moi c'est ce que j'ai vu. Donc c'est la fierté qui lui a coûté la vie, quoi. Et en fait il y a d'autres analyses qui expliquent que en fait, Grunwaldski serait Vince. D'accord. Que le papy, dont on ne sait pas le nom finalement, serait Hubert. Et que Saïd serait le train. D'accord.
Et ça se tient. En fait, ils disent Hubert essaye de faire remonter Vince dans le droit chemin, dans les voies ferrées qui seraient le droit chemin. Et bon, ils sont vraiment de succès. Qu'au moment où Vince veut remonter dans le train, c'est le moment où malheureusement il reste sur le quai et qui meurt. Saïd ne prend jamais parti, ni pour l'un ni pour l'autre. Il est toujours neutre, complètement neutre. Il s'en fout. Ils s'en foutent, ils sont cognés. Même que Vince shoot un keuf, à la limite, ça n'a pas l'air de. Oui, ça n'a pas l'air de faire plus le perturber que ça. Il s'y oppose pas farouchement. Comme il valide pas, il cautionne pas non plus complètement le truc, mais il est hyper neutre. Je trouve cette analyse plutôt juste. En fait, je pense que c'est aussi ce que voulait nous montrer Kassovitz dans le truc, en nous donnant la fin avant la fin, mais ça tout au long du film. Comment il est filmé avec le compte à rebours, les heures qui défilent. Et l'espèce de tic-tac qui, à chaque fois qu'il y a l'heure qui est donnée, tu sens qu'en fait il y a une échéance qui arrive. La phrase qui revient régulièrement sur jusqu'ici tout va bien, qui fait référence d'ailleurs à un film avec Steve McQueen visiblement. Les 7 mercenaires. Ouais, voilà. C'est un type qui tombe d'un immeuble de 50 étages et il se répète tout le long de sa chute, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Donc ça c'était dans les 7 mercenaires. Et Mathieu Kassovitz a rajouté le plus important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Okay. Voilà. Mais sinon oui, ça vient des 7 mercenaires effectivement. Donc voilà, en fait tout ça pour dire que je trouve que ce moment est un moment clé du film, superbement filmé parce que tu as envie de savoir l'histoire de Grunwaldski, même si tu l'as jamais vu. Tu écoutes le petit papy, il est hyper touchant en plus, sa façon de jouer, il est mignon, exactement. Et c'est le seul moment où les 3 jeunes s'arrêtent de parler et écoutent. Sauf qu'ils comprennent pas. Sauf qu'à la fin, Saïd il regarde et il dit pourquoi il nous a raconté ça. Et ils passent à autre chose en fait. Ils n'ont pas compris le message qu'il pouvait y avoir derrière ça. Les aînés essaient de parler, la grand-mère de Vince aussi essaie de leur dire. Mais... De l'envoyer à la synagogue. Et tu sens que vraiment il y a un fossé générationnel, ça c'est sûr. Ouais. Mais alors, pour revenir à la construction du film et donc le concept de la bombe à retardement, parce que c'est vrai que tout au long du film on a des heures. Et t'entends le tic-tac, 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 donc on comprend qu'il y a une imminence. On les regarde gâcher leur temps. Parce que toute la première partie du film, ils ne font rien. C'est l'errance. Ouais, c'est ça. Mais ça aussi, ils peuvent aspirer à rien de mieux, en fait. Ça aussi, ça rend fou. Je trouve, il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but, Mais même pour eux, psychologiquement, c'est horrible. En fait. Et le seul qui avait un but, c'était Hubert, parce qu'on voit qu'il préparait des combats. Il y a des affiches qui montrent qu'on préparait un combat de boxe. Et en fait, les mecs lui brûlent sa salle. Donc il n'a même plus la possibilité de s'entraîner. En plus, je pense à juste titre, il soupçonne Vince d'avoir fait partie des mecs qui ont cramé la salle. Ouais. Ça renvoie aussi, je pense, au sujet de l'effet de groupe, où Vince tout seul serait jamais allé cramer la salle de son pote, mais où là, pris dans un mouvement, il peut se passer plein de choses en fait, et d'un côté comme de l'autre. L'instinct grégaire un peu. Et en fait, on a quand même la tension qui monte. Tout au long du film, malgré le fait qu'il y ait toute une partie du film où ils ne font littéralement rien, il y a cette espèce de temps qui apparaît de temps en temps, et on comprend vraiment que leur temps est compté. Donc ça crée vraiment ce sentiment d'urgence. Le timing, c'est hyper important dans le film parce qu'ils sont toujours légèrement... Ils sont jamais au bon endroit au bon moment, en fait. Donc quand la police débarque, ils sont au mauvais endroit. Et ça, c'est vraiment illustré sur la scène où, quand ils sont à Paris, Saïd essaie d'éteindre la tour Eiffel en claquant des doigts. Qui montre aussi qu'ils sont encore gamins dans leur tête. Et donc, ils claquent des doigts, la tour Eiffel ne s'éteint pas. Et elle finit par s'éteindre juste quand ils viennent de repartir. Donc, ça montre vraiment le côté, juste tout petit peu off, quoi. Pas de bol, quoi. T'étais pas au bon endroit, mais il fallait pas pour grand-chose. Et c'est vrai qu'à la fin, l'événement tragique qui couvait pendant tout le film arrive. Donc, le flic tue Vince. Et on comprend que Hubert va se venger et va tuer le flic, alors qu'il était contre cette idée depuis le début. Et tu te dis, en l'espace d'1 minute, leur destin bascule, c'était presque la fatalité, en fait. Tu sens que c'était écrit, quoi. En fait, c'est ce que veut montrer Kassovitz, c'est que tout au long du film, ça va mal finir, quoi qu'il arrive, en fait. Tu le sais. C'est justement, je trouve que c'est, artistiquement parlant, je trouve que c'est fort. Il est très bien fait. De faire un film intéressant, alors que le spectateur quasiment connaît la fin. Je trouve que c'est balèze de faire quelque chose comme ça, qui t'accroche quand même, qui te tient en haleine, alors qu'en fait, tu sais exactement ce qui va se passer dès le départ.
Je trouve que la façon dont les personnages sont présentés, c'est hyper intéressant aussi. Le fait que le film soit en noir et blanc, on n'en a pas parlé, mais c'est un choix aussi de Kassovitz, ça rajoute. En fait, il voulait faire du noir et blanc et les producteurs ne voulaient pas. Ils l'ont tourné en couleur. Il a mis les couleurs les plus dégueulasses possibles. Il a fait exprès. Il a fait exprès. Saïd, par exemple, porte un survêt argenté, un truc mais dégueulasse. Ouais. Il disait qu'il l'a fait exprès pour que ce soit accepté, que ça soit en noir et blanc. Et ça participe au fait que le film n'est pas trop vieilli. Ouais, je pense que s'il était en couleur, il aurait vieilli beaucoup plus en fait. Plus, ouais, au niveau de la mode, là le noir et blanc, ça passe. Ça passe. Et ça fait aussi, je pense, référence à Taxi Driver. Oui. Parce qu'à plusieurs moments du film, il y a quand même des plus que des références, il y a vraiment des... Mais donc le personnage de Vince, il est hyper influencé par l'hyperviolence et les écrans en fait. Ouais. Quand il se parle à lui-même dans le miroir, il fait des références à Taxi Driver, il est agressif. Il adapte l'hyperviolence des écrans à sa réalité en fait, parce qu'il voit ça un peu presque comme un film ou comme un jeu vidéo. Par contre, il garde sa part d'humanité, parce que finalement, il tue pas le skinhead dans la rue alors qu'il pourrait complètement le faire. Mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de réalité alternative pour lui. Il n'y a rien pour le sortir de cette hyperviolence. Non, d'ailleurs, même à la fin, quand il choisit finalement de rendre le flingue à Vince, quelques minutes avant, quand ils apprennent la mort du jeune qui était depuis le départ à l'hôpital, ils sont dans un espèce de centre commercial, ils sortent du centre commercial, il se trouve qu'il y a des flics qui sont en train de mettre des PV. Ouais. Et là, en fait, on croit qu'il va tirer. Et en fait, il fait juste un geste avec la main. Et à plein de moments du film, tu te projettes dans l'imaginaire de Vince. Oui. Donc là, ça fait partie des trucs, puisqu'il s'imagine en train de tirer le flic casse la vitrine qui est derrière lui. Ça devient une vraie scène de film d'action. Exactement. Y a un moment aussi à l'entrée d'une boîte où il s'imagine en train de shooter le videur parce qu'ils n'ont pas pu rentrer. Ouais. La vache, tu sais jamais si elle est vraiment là ou pas, la fameuse vache du début du film. Oui. Voilà. La première fois que tu vois Vince à l'image, il est en train de rêver en fait. Oui. Donc tu comprends qu'en fait celui qui est le plus violent des trois, c'est celui qui a le plus de mal à faire la part entre la réalité et la fiction. Et tout au long du film, quand ils discutent, ils parlent pas d'un truc qu'ils ont fait, à part les émeutes, parce que Vince se vante un petit peu d'avoir participé aux émeutes de la veille. Mais dès que Saïd explique un truc, c'est un truc qu'il a vu à la télé. Le petit garçon aussi qui raconte les espèces de caméras cachées, je trouve ce passage très touchant et très sympa, enfin très intelligent en fait dans la façon de filmer. Il raconte une caméra cachée, mais c'est pareil, c'est au travers de ce qu'il a vu à la télé. Et jamais il raconte une expérience qu'ils ont vécue eux-mêmes. C'est toujours des trucs qu'ils ont vus à la télé ou qu'ils ont entendus ou qu'un tel leur a raconté, etc. Mais mis à part les émeutes, c'est le seul truc vraiment que tu sens que Vince a vécu et qu'il explique en long, large et en travers. À quel niveau de réalité en plus tu peux poser la question, dans quelle proportion il en rajoute pas pour se faire mousser. Mais les deux autres, franchement, ils racontent jamais un truc vraiment qu'ils ont vécu. Ils ont vécu, c'est vrai. Mais parce que je pense qu'on leur offre rien comme réalité alternative. Mais ça participe à l'ambiance générale du film, je pense. Le noir et blanc, évidemment, le côté justement... voilà. Et il y a une technique aussi. Toute la première partie, quand ils sont dans la cité, on est en plan large. On voit qu'ils connaissent les lieux, en fait. Ils font partie des lieux, même. Ils font partie des lieux, parce que leur nom est inscrit quelque part, tous. Oui, c'est vrai. Hubert sur l'affiche pour le combat de boxe. Saïd, il fait un tag. Saïd, il tag sur le fourgon des flics. Et Vince, il a sa bague avec son nom dessus. Donc, vraiment, ils font partie des... On comprend qu'ils font partie des meubles. Ils habitent ici, ils appartiennent au quartier. À la cité, quoi. C'est ça. Et du coup, quand ils se rendent sur Paris, après, on est sur une image beaucoup plus floutée. Les arrière-plans sont beaucoup plus restreints déjà, et floutés. Donc on comprend que là, ils sont pas du tout. Ils sont dans un domaine qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils connaissent pas, et quelque part qu'ils les rejettent même un peu parce que dès les premières minutes du film. Et ce que je trouve super intéressant, qui passe un peu inaperçu, mais vraiment je trouve ce passage-là hyper impactant. C'est quand Saïd demande son chemin, quand ils arrivent sur Paris, donc tu comprends qu'ils sont dans des quartiers de Paris un peu riches, et Saïd demande son chemin au flic. Un policier, il lui répond super gentiment. Le policier lui répond merci, bonne journée monsieur, etc. Et d'ailleurs Saïd fait la remarque, il revient, il dit les flics ils sont vachement sympas ici. Du vous monsieur et tout ça, globalement, jamais on s'est adressé à lui comme ça. Exactement. Qui prouve bien qu'en fait, c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est un problème de communication, de dialogue, de respect mutuel ou de haine justement mutuelle qui fait que Saïd n'est pas dans la haine à aucun moment. À la fin du film tu comprends qu'il va basculer parce que ses deux potes viennent de se faire shooter. Il ferme les yeux et tu comprends que pour lui aussi ça va être horrible, mais à aucun moment il est
il est haineux, Saïd. Oui. C'est en ça où il est aussi un peu la médiane, c'est-à-dire qu'il est toujours neutre. Il se fout un peu de ce qui se passe, et lui il fait son train-train, quoi, il s'en tape en fait. Tu ressens pas de haine vis-à-vis des C'est flics. le plus juvénile, je dirais, des trois. Ouais, c'est le plus gamin. Il fait petit garçon, un peu, il fait des petites conneries. D'ailleurs, il y a son grand frère qui, lui, tu comprends qu'il a un autre la statut. main mise sur le quartier, un autre statut. Ouais, lui, voilà, c'est le margoulin du coin qui Ouais, fait rire il tout le est monde. plutôt rigolo. Plutôt marrant. D'ailleurs, même quand le flic, tu comprends qu'il est issu du quartier, qui est maghrébin aussi, il les sort de la merde dans laquelle ils se sont mis parce qu'ils ont foutu le bordel à l'hôpital. Saïd lui serre la main, il n'y a pas de souci, tu vois, c'est un mec qu'il connaît, donc qu'il soit flic ou pas, il s'en tape, il lui dit au revoir. Vince refuse. Et après, il dit à Saïd, pourquoi tu lui as serré la main, c'est un schmitt, enfin tu parles pas. Tu pactises avec l'ennemi. Exactement. Voilà, ouais, c'est ça. Je trouve que les personnages sont intéressants dans la façon dont ils sont dépeints parce qu'en fait, ils sont tous les trois très différents, bien qu'ils soient au même endroit, au même moment. Ils vivent pas les choses de la même manière. Alors qu'ils vivent les mêmes choses. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Je voulais revenir, à la réalisation, là, ce que tu disais quand ils sont à Paris. Ouais. Je pense que tu faisais référence à ce plan, donc on les voit... sur un espèce de balcon. Voilà, ils sont sur un balcon, il y a Paris en fond, et Kassovitz adopte une méthode qui s'appelle le travelling compensé, c'est-à-dire que ça a été mis au point par Hitchcock dans Vertigo, si vous avez vu le film, Sueur froide. Donc on recule la caméra tout en zoomant à l'avant. C'est aussi l'effet utilisé par Peter Jackson quand les Nazgûl arrivent dans le bois dans le premier volet du Seigneur des Anneaux, si ça vous parle. Je sais que ça me parle, mais voilà. Bienvenue chez les geeks. L'arrière-plan devient flou, en fait, comme pour suggérer que les personnages vont avoir du mal à s'adapter au nouvel environnement. Et aussi, ça donne une espèce de sensation d'écrasement, en fait, comme si la ville allait les écraser, quoi. Et aussi, pendant toute la partie où ils sont à Paris, les plans sont beaucoup plus serrés sur les personnages, ou divisés, même cloisonnés dans les toilettes. Les trois personnages, ils sont chacun dans leur zone du cadre. Ils jouent avec les miroirs aussi. Oui, voilà. Et ça, c'est intéressant aussi parce qu'on se dit, ça va les diviser un petit peu aussi, cette expérience. Et il y a aussi un thème qui revient, c'est le thème du cercle ou de la spirale, qui revient assez régulièrement dans le film. Donc on voit que la violence, elle va crescendo dans les deux camps. On voit cette idée de cercle ou de choses qui se répètent. Les petits imitent le comportement des aînés. Le petit garçon au cinéma, quand Vince va au cinéma, le petit garçon imite Vince en train de faire semblant de tirer sur l'écran. Le jeune flic qui est initié à la bavure par ses... tu comprends qu'il va basculer aussi. Tu comprends que lui aussi, il va finir là-dedans quand, dans la scène absolument abominable où Hubert et Saïd se font maltraiter par la police sans raison aucune. Torturés, on peut dire. Torturés, on peut dire ça. Et le film qui débute sur le visage de Saïd qui ferme les yeux face à une bavure policière et qui se termine par le visage de Saïd qui ferme les yeux face à une bavure policière. Donc le cercle, la violence, le cercle de la violence qui va se répéter. Et dans la phrase que tu évoquais tout à l'heure d'Hubert, la haine attire la haine, je pense que c'est quasiment la phrase qui résumerait le film. C'est ça. Dans son entier. D'ailleurs, pour vendre le film, au départ, il ne l'avait pas appelé La haine. Ah oui. Kassovitz disait quand tu vas voir des gens qui pour te financer et que tu dis que tu parles d'un film qui parle de violence policière qui s'appelle La haine, c'est pas super vendeur en fait. Donc ils avaient essayé de trouver un autre titre pour que ce soit un peu plus vendeur. D'accord, je peux comprendre. Oui, je voulais dire aussi autre chose concernant la réception du film, en fait. Comme tu dis, la haine, effectivement, c'est polémique, très polémique. Donc, lors de ça, c'est une anecdote que j'ai lue sur Halluciné. Lors de sa sortie, le film enregistra plus de 2 millions d'entrées en France, fort de son prix de la mise en scène à Cannes. Il suscita aussi des réactions irritées des forces de l'ordre qui ne s'y retrouvaient pas représentées à leur avantage. C'est le syndicat de police qui était monté au créneau à l'époque de la sortie du film. Il pose un constat, ce film-là, et quelque part, tu comprends que la solution pour sortir de ce constat-là, qui n'est pas le plus sympa, serait justement d'essayer de communiquer, d'essayer de sortir justement du cercle vicieux que tu décrivais tout à l'heure. Donc moi, je trouve pas que ce film-là soit à charge au niveau des policiers. Comme je disais tout à l'heure, tu as même... t'as même certains policiers qui ont un joli rôle, enfin leur pote qui vient de la cité et qui essaie de leur expliquer. C'est clair. Et même il dit avant je pouvais discuter, maintenant c'est devenu impossible. Enfin, lui aussi fait un constat dramatique. En fait. Et le constat, en fait, il le partage des deux côtés. Et oui. C'est là où c'est hyper frustrant de te dire, mais en fait tout le monde est d'accord. Il y a une scène d'ailleurs où Hubert essaie de convaincre Vince de ne pas utiliser son flingue. C'est filmé devant une sculpture. Oui. Et cette sculpture s'appelle justement l'écoute. Exact. Donc ça c'est pas anodin. Non, c'est pas anodin. Et donc pour revenir sur les réactions à la sortie du film,
l'édition Criterion du DVD. Donc Criterion, c'est une collection de DVD produits aux États-Unis pour les cinéphiles, avec des grands films triés sur le volet. En fait, l'objectif est de proposer des éditions de référence des grands films. La haine fait partie de Criterion. C'est un immense honneur d'être dans la collection Criterion. Sur ce DVD-là, il figure une représentation de Jodie Foster, qui est donc francophone, voilà, on le sait. Hein. Elle avait vu le film à l'époque, en fait, et elle tenait absolument à le diffuser le plus largement possible aux USA. Ah ouais. Elle a donc rencontré Mathieu Kassovitz, et voilà, elle a tenu sa promesse, hein, c'est-à-dire qu'elle est devenue marraine du film aux États-Unis. Elle a permis à Kassovitz d'accéder aux grands médias américains. Ah ouais, cool. Ce qui n'était pas forcément gagné à la base. Elle a fait circuler le film le plus possible, donc elle a fait en sorte que Scorsese, Coppola et Spielberg puissent le voir. Pas mal. Des trois, c'est Spielberg en fait qui a été le plus emballé. Il a même envoyé une lettre à Jodie Foster pour lui dire tout le bien qu'il pensait du film. D'accord. Tu vois, c'est surprenant. Je pensais pas que ce film puisse avoir un écho aux États-Unis, parce qu'en fait, il y a des films aussi entre guillemets, de cités américains. Ouais, Boys in the Hood, Menace Society. Ouais. Enfin, il y en a plein, il y en a plein, de plus en plus. Ouais, mais les problématiques sont pas vraiment les mêmes. Pas du tout les mêmes. Les antécédents sont pas les mêmes. Non, c'est clair. C'est pas le même pays, c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. Ouais. Et les problématiques, même au sein des quartiers en question, sont pas les mêmes. Dans les films américains, on parle de gangs, on parle d'armes à feu, dans La haine, on parle d'armes à feu aussi, mais quelque part, le fait que Vince ait trouvé une arme à feu, ça fait de lui le king de la cité, c'est ce que lui dit Saïd à un moment donné. Ça veut bien dire que tous les autres n'en ont pas. Ouais. Alors que certains en ont, tu comprends que certains en ont. Oui, mais d'ailleurs, c'est pas. Tu as fusil à pompe à un moment donné, mais c'est quand même de l'ordre de l'exception, alors que dans les films américains qui traitent des. Oui, ils ont tous un gun. Hein. La question se pose même pas. Ouais, c'est une différence de culture, mais ça me surprend que le film ait pu retenir l'attention des Américains. Il existe plein de vidéos sur YouTube de chaînes américaines qui ont fait des vidéos sur la haine en fait. Okay, parce que du point de vue de la réal en fait, ils trouvent que c'est hyper sur un point de vue plutôt vraiment technique en fait. Réalisation, ils disent que c'est un film qui est quand même hyper intéressant. OK, bah ouais, j'avais pas envisagé le truc sous cet angle-là, je pensais qu'au niveau de l'histoire, les Américains s'y retrouveraient pas du tout en fait. Ouais, je pense que les références à Scorsese jouent beaucoup parce que t'as Taxi Driver dont on a parlé, il y a Raging Bull avec la boxe, j'ai trouvé qu'il y avait plein de plans qui faisaient penser à Raging Bull. Mais c'est assumé le noir par et blanc. Ouais, d'accord. Il y a les références à Scarface aussi, Le monde est à vous. Oui. Référence aux inconnus aussi, Tu descends, qui va bien faire. Tout ça est volontaire, l'image de Le monde est à vous, c'est vrai que tu le revois aussi à plusieurs séquences. On la voit à plusieurs moments, comme dans Scarface. Donc c'est vrai que c'est intéressant, je pense que c'est pour ça que le film parle aussi aux cinéphiles. Scarface, c'est aussi une descente aux enfers. Enfin, ils montent avant de redescendre, là, ils font que descendre. Ils font que descendre. Ouais, c'est la chute de l'immeuble de 50 étages. C'est ça. Pareil, c'est un film à voir, je pense, quoi qu'il en soit. Et plutôt, si on veut profiter du moment, plutôt avec le plus d'objectivité possible, je pense qu'on a tous nos avis au départ. Peut-être qu'il faut se couper de ces idées-là avant de regarder le film, et vraiment de le regarder de manière la plus objective, la plus sobre possible. Couper un peu du côté affectif et des a priori qu'on peut avoir polémique au départ. C'est une histoire, c'est un film de fiction, comme le dit Kassovitz régulièrement. Et je pense qu'il faut le voir comme ça, dans un contexte et un environnement particulier qui peut rappeler des choses qu'on connaît tous. Ou qu'on a tous vu par l'intermédiaire des médias. Ça n'enlève rien au côté politique du film, même de le visionner comme ça en fait. Au côté engagé, je dirais, film, plus que politique, parce qu'il prend pas parti vraiment à proprement parler, mais il donne un bout de solution peut-être, et je pense que c'est ce qu'il faut retenir de ce film-là. C'est sûr. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un podcast un peu plus léger. Beaucoup plus léger, mais qui parle de la jeunesse aussi. Merci à bientôt, merci à tous.